Ici Vanessa Ross. Aujourd'hui à l'émission, le Centre missionnaire puissant libérateur, le groupe ami des Petits Frères des pauvres de Laval, aussi Souffle artistique et la Bibliothèque de Laval. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, la table de concertation lavalloise en conditions féminines et un refuge pour chats. Bienvenue à Laval en bref, bonne émission. J'ai avec moi Jean-Marc Ménard, qui est le président fondateur et pasteur d'une organisme que je ne connaissais pas, qui est quand même assez récente. C'est un comptoir d'aide. Premièrement, bienvenue. Plaisir. Alors, parlez-nous un peu plus en détail de comment ça s'appelle, cette fondation-là. C'est le Centre missionnaire puissant libérateur. Nous sommes situés au 3000 boulevard Sainte-Rose, Laval-Ouest, dans un quartier qui est très défavorisé. Et nous, on a pris 2 ans avant de s'installer là, 3 ans plus tôt. Et parce qu'on cherchait vraiment un endroit spécifique où on devait être établi. Et on a acheté, c'est une ancienne caisse populaire. Et on a transformé. C'est un organisme où on vient en aide pour les démunis. D'accord. On a un comptoir d'entraide, linge, meubles, etc. Alors, c'est un peu comme une boutique? Un peu comme une boutique, oui. Okay. Un peu comme dans d'autres centres, là. Mais là, est-ce que c'est gratuit, les gens qui vont chercher quelque chose? Il faut payer? Est-ce qu'on... Comment ça fonctionne? OK. Ce qu'on fait, c'est que c'est des choses qu'on a gratuitement. Mais par contre, nous, on ramasse les fonds avec ça pour être capable de venir en aide aux démunis. Ah, OK. Parce qu'on a développé à travers depuis 2 ans qu'on a commencé. Donc, la boutique sert un peu à financer vos autres activités. Exact. Donc, entre autres, les autres activités que vous faites. Les activités qu'on fait, c'est qu'on vient en aide autant pour les démunis, qu'on fait un souper. Au début, lorsqu'on a commencé, on faisait un souper à toutes les semaines. Ça a commencé en 2011, là, les soupers? Exact. En 2011, on faisait un souper à toutes les semaines. Mais vu qu'il n'y a pas assez de fonds qui rentrent, on est obligé de porter ça à tous les 2 semaines maintenant. Tous les 2 semaines, malheureusement. Alors, oui. comment on peut faire pour vous aider, pour que vous puissiez revenir à votre objectif? Ce qui serait bon, c'est que s'il y a des gens qui pourraient nous donner des dons, s'ils veulent venir voir comment est-ce que ça fonctionne et tout ça, on a des gens qui nous donnent des vêtements, des gens qui nous donnent toutes sortes d'articles ménagers. Autant des livres, n'importe quoi. Les livres, non, ça prend trop de place, par contre. OK, vous avez quand même un endroit assez Oui, restreint. Okay. on a du linge, des meubles, toutes sortes de meubles, que ce soit des lits, frigidaires, cuisinières, laveuses, sécheuses, tout ce qui est dans une maison qui peut être remis à des gens qui sont dans le besoin. Par contre, même il y a des gens qui nous ont donné des choses assez récentes, neuves, qui se sont départies. Mais tous les fonds qui sont recueillis là, ça nous aide à défrayer. Malheureusement, justement, parce qu'on manquait de fonds, on a été obligé de porter, au lieu de toutes les semaines, on le donne à toutes les 2 semaines. Puis lorsque vous avez des gens qui viennent cogner puis qui disent qu'ils n'ont plus rien à manger, c'est assez difficile de voir ces choses-là. Malgré qu'on donne du pain gratuitement à tous les semaines, tous les mercredis de 3h à 6h. Et après ça, souvent, tous les mercredis, les 2 mercredis maintenant, il y a le souper qui continue. Qu'est-ce qui se passe pendant ces soupers-là? Comment ça se déroule? Oh my God! Ça, c'est bon, ça, parce que les gens vont vraiment fraterniser ensemble, puis on apprend à connaître, c'est les gens qui viennent chez nous, qui sont défavorisés. Et souvent, même quand on peut leur donner un surplus pour faire leur semaine ou pour aider. Donc, c'est important de voir. Souvent, il y en a qui viennent, puis j'ai même vu quelqu'un qui est venu au centre, et puis
Et en arrivant, il dit, j'ai plus rien. Ou des familles, j'ai plus rien. Puis rentrer chez eux, et quand vous dites qu'il y avait 3 baguettes de pain qui sont venus chercher le mercredi, et il n'y a plus rien d'autre dans la maison. C'est vraiment triste. Donc, c'est difficile. Il y a des gens qui sont... Il ne faut pas leur en vouloir. C'est des gens qui ont soit brûlés par la drogue, des gens qui ont été abusés, des gens qui ont été maltraités ou whatever. Il y a des gens, il y en a qui veulent s'en sortir, mais d'autres, ils sont quand même qui voudraient. Je pense que ça serait très difficile. Et vous, face à ça, vous agissez de la même façon avec n'importe qui. Tous ces gens-là, on veut les aider. Il y en a des gens à qui on a même donné des vêtements. J'ai vu une jeune femme qui était dans le besoin. J'ai pas de rien demandé. On pense avec le cœur. C'est ça. Qu'est-ce qu'on mange pendant ces soupers? Ça, c'est vraiment des bons repas. Oui? On donne pas n'importe quoi. Ça peut être un spaghetti, ça peut être des côtelettes de porc, ça peut être... franchement, c'est un souper, mais ce qu'ils peuvent dire, eux autres, on mangerait ça dans des grands restaurants. Ah oui? Puis il y en a même qui vont arriver puis qui viennent, puis ils sortent, oh, on vous remercie, on vous remercie. Puis c'est bon, puis, mais c'est des gens... c'est ma belle-sœur qui s'occupe de la cuisine. Ah, alors bravo à elle. Elle va avoir eu un beau compliment. ainsi que mon épouse et d'autres bénévoles. Ah, c'est bien. Et disons que les gens, ils sont servis, c'est pas eux qui se servent, ils sont servis, pareil comme s'ils étaient reçus dans un grand restaurant ou s'ils allaient dans des choses. Donc, les gens sont vraiment... bien accueillis, puis peu importe comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils arrivent, parce qu'il y en a qui arrivent qui sont un peu maganés. Mais, donc, pour aider à faire partager tout cet bel amour-là, on peut venir faire des dons. Est-ce qu'il y a des heures précises où on peut amener nos biens? C'est le samedi matin. D'accord. Le samedi matin, à partir de 9 h, aller à 3 h, c'est ouvert. C'est là que la collecte se fait. C'est là que la collecte se fait et il y en a qui disent le comptoir d'entraide, d'autres ils vont dire le bazar. Mais, peu importe, à la fin, c'est le résultat qui compte pour ça. Puis merci de votre beau travail. On invite bien sûr les gens à faire ça. Encore une fois, c'est au 3000 boulevard Sainte-Rose à Laval-Ouest. Merci beaucoup. Merci. J'ai avec moi en studio Madame Monique Lemieux. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes ici de l'organisme Le Groupe Amis des Petits Frères des Pauvres de Laval. C'est un titre qui est assez long, mais qui en somme veut dire... Bien, nous accueillons et accompagnons les personnes du grand âge, de plus de 75 ans, qui souffrent d'isolement. Et on crée pour eux une famille engagée et fidèle jusqu'en fin de vie. Ça, c'est la mission du groupe Amis. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque personne âgée a un bénévole qui l'accompagne? Oui, ça, c'est une forme d'action qu'on a, la forme privilégiée, qu'on appelle le jumelage. Alors, on jumelle un bénévole avec un vieil ami. Vieil ami, c'est l'appellation tendre qu'on leur donne. Oui. C'est comme ça qu'on les appelle. Et le but de la rencontre, c'est justement de créer un lien privilégié avec la personne pour contrer l'isolement. Pour la mission, bien sûr, ça doit être pour briser l'isolement, qu'on sait que les personnes âgées vivent énormément. Est-ce qu'il y a autre point important dans votre mission? On a aussi d'autres activités qui viennent compléter le jumelage. Alors, on célèbre les fêtes, les grands moments de l'année, Noël, Pâques, la Saint-Valentin, et pour justement aider à donner une famille aux vieux amis. Alors, en famille, on célèbre, mais là, on célèbre les grands moments de l'année et les anniversaires des vieux amis. On leur offre aussi des séjours de vacances à la Maison Juliette-Huot à Oka. Ah oui! Et toutes ces activités-là sont gratuites. Hein? Mais parlez-moi de la maison de vacances, mais le fun! Bien, c'est un très bel endroit qui est situé sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Oui. Et c'est un grand terrain vaste où ils peuvent justement... Respirer le grand air. Oui, c'est ça, puis avoir le sentiment d'être en vacances dans la nature. Alors, c'est très ressourçant pour eux et ça leur fait du bien d'avoir des vacances, eux aussi. C'est ça le but. L'organisme existe à Montréal, ça fait plus de 50 ans, mais c'est tout nouveau à Laval. En fait, c'est depuis la semaine passée. Alors, félicitations. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail de fait pour que ce soit possible. Oui. Il y a un comité de 9 bénévoles qui a travaillé à l'implantation du groupe à Laval. Et là, on est en pleine action parce que nous, on a déjà 13 vieux amis avec nous et à peu près 12-13 bénévoles, en plus des 9 du comité d'implantation. Alors, on est déjà en action, là. C'est en action, mais on en veut plus. On en veut oui, c'est certainement. On veut faire aider le plus de gens possible, donc il faut des bénévoles. Il faut rencontrer des vieux amis oui. aussi.
Alors, on a besoin. Invitation aux gens de 75 ans et plus qui en auraient peut-être de besoin, hein, pourquoi pas? Des gens qui sont isolés Oui. et qui n'ont pas de lien significatif avec leur famille ou leur entourage. OK. Ça, c'est des votre gens- clientèle. Oui, ce sont les critères. D'accord. Et quel que soit leur état de santé, là, qui soit, Ah et oui. leur lieu de résidence aussi. On a des gens qui habitent leur appartement ou qui sont en CHSLD aussi. D'accord. Et les personnes que vous avez comme bénévoles, est-ce que ce sont des gens qui sont âgés aussi? Bien, on a beaucoup de gens de 50 ans et plus. Oui. Puis on a aussi quelques jeunes parce qu'on a souvent des projets intergénérationnels. Ah oui. Alors, il y a souvent des adolescents qui viennent aider pour les activités et qui viennent jaser. Puis les vieux amis aiment beaucoup le contact avec les jeunes. Ouais, Alors, souvent, il y a j'imagine, des hein. projets avec certaines écoles et OK. ils écrivent des lettres, ils reçoivent le vieil ami pour entendre parler d'événements, de comment ça se passait dans le temps des vieux amis, là, quand ils étaient plus jeunes. Et les jeunes, ça les intéresse beaucoup. Oui, j'imagine, c'est assez curieux. Les bénévoles qui accompagnent le vieil ami, ils se trouvent à se voir combien de fois semaine? Ils font quelle Ils sorte se voient en d'activité? général une fois par semaine. Et peut-être ça peut être aux 2 semaines aussi. Tout dépendant du lien qu'on crée Oui, avec la personne. c'est ça. Mais c'est vraiment un engagement régulier. Là. C'est pas... tu sais, je dis pas, je vais te voir 2 mois, puis goodbye, c'est fini. Il faut OK. que ce soit un engagement... À long terme. À un plus long terme, en tout cas. Mais c'est l'organisme qui s'engage à accompagner le vieil ami jusqu'en fin de vie. Mais le bénévole, c'est bien sûr que, bon, ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois. Mais en général, on s'engage pour une période au moins essaie d'1 an. le plus possible. Oui. Donc, cet organisme-là existe partout à travers le Québec. Vous avez expliqué combien de personnes sont servies ici à Laval, mais c'est assez gros, dans le fond. Il y a Oui. plus de 1000 bénévoles à travers le Québec et plus de 800 personnes âgées seules qui sont aidées grâce à ça. Et on sait que puisque la population est vieillissante, on va avoir encore plus de besoins de ça. C'est ça, les besoins sont grandissants. Alors, Oui. les gens sont en perte d'autonomie, sont confrontés à la solitude et à ce moment-là, ils ont besoin qu'on les accompagne pour que leur fin de vie soit plus agréable. Donc, pour vous aider, soit pour devenir bénévole ou référer quelqu'un qui serait un vieil ami, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Vous avez juste à téléphoner au 450-933-2412. D'accord. Et là, ça, on appelle à Laval. Oui, ça, c'est le numéro de Laval. Avez-vous une bâtisse à Laval, un emplacement? Présentement, on n'a pas de local. On est en attente d'un local permanent. Ville de Laval, présentement, nous prête des locaux pour faire nos réunions et nos activités. Ah, alors, on a été reconnu par Ville de Laval, ce qui bien. est très précieux pour nous. Et on est reconnu aussi, on fait partie de la table de concertation régionale des aînés. D'accord. de Laval. Alors, merci à Laval, merci à la table de concertation, bien sûr. On les reçoit ici aussi. Alors, merci à vous. Continuez votre beau travail. On invite bien sûr les gens à aider le plus possible. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. J'ai présentement avec moi Madame Marie Giroux. Bienvenue. Merci. Vous êtes Félicitations. ici, oui, vous êtes ici de l'organisme Voile de l'amitié et vous représentez aussi Souffle artistique. Alors, c'est 2 choses différentes, mais qui vont ensemble. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ça? Oui, Souffle artistique, en fait, c'est un trio de 3 artistes peintres. Alors, nous peignons sur des voiles de bateau depuis bientôt 10 ans. Et le trio Souffle artistique, en fait, sont aussi les membres fondateurs de l'association Voile de l'amitié. OK. Là, j'ai vu des images sur l'Internet, des voiles que vous avez peints. Wow! C'est de toute beauté. Mais comment ça fait pour tenir cette peinture-là? Je veux dire, la voile, l'eau... Ah ben oui, c'est sûr, il faut que ça soit résistant aux intempéries. Vous utilisez quoi comme peinture? On ne dit pas, c'est un grand secret. Ah! C'est un grand secret, bien entendu. Et l'organisme Voile de l'amitié, de quelle façon est-ce qu'ils agissent auprès de la communauté? Alors, nous, notre organisme, en fait, est composé d'artistes peintres, sculpteurs, photographes, des chanteurs, chants de marins. Chants de marin? Oui, vraiment les chants de marins, parce que notre association est surtout dirigée vers les activités maritimes, surtout. Et on a aussi... Bon, à part les sculpteurs, les artistes, tout ça, on a surtout les marins qui composent l'association, donc dont nos 2 membres honoraires, qui sont quand même 2 marins très importants de l'association. Il y a M. Yves Gélina, qui est un marin très connu au Québec, et M. Didier Épard, et qui, lui, est le spécialiste, je dirais, de l'histoire maritime, un peu, qui peut facilement vous raconter l'histoire maritime du Québec. Ouais. Oui.
C'est intéressant, moi qui ne m'y connais rien là-dedans. Donc là, les gens deviennent membres de l'organisme? Oui, les gens peuvent devenir membres de l'organisme s'ils voient un intérêt à ces activités-là, qui sont surtout maritimes, ou... Les gens qui font de la voile, les artistes, Oui. Tout le monde peut faire partie de ça. C'est ça, oui. Et là, vous avez quelque chose qui s'en vient très bientôt, au mois de mai, le 27 mai, la Bocante printanière éco-responsable. Qu'est-ce que c'est que cette journée-là? Donc, cette journée-là, en fait, on demande aux gens de se débarrasser, de faire leur ménage du printemps, tout simplement, de se débarrasser des objets qu'ils trouvent inutiles et Il y en a beaucoup. qui pourront sûrement être très utiles à d'autres personnes ou à d'autres organismes. Donc, c'est un peu le but là, de cette action-là. Donc, comment ça va fonctionner si on veut participer à ça? Donc, il faut s'inscrire, tout simplement, en appelant au Bureau municipal des loisirs de Laval-Ouest, 450-978-8904. OK. Et de là, on va vous donner l'information pour le suivi de l'inscription. OK, donc, on s'inscrit, on vient porter des trucs cette journée-là. Ça va être un peu comme un bazar? Exactement. Oui, Ah, d'accord. Donc, les gens vont pouvoir les acheter, ces choses-là. Oui, là. c'est Puis, ça. Oui. OK, à un bon prix, on s'entend quand on se Oui, tout débarrasse à fait. des Mais ventes de quand on veut garage. débarrasser, c'est ça. C'est à très bon prix. Et j'en ai des choses. Il y a d'autres événements qui s'en viennent aussi bientôt? Alors, oui, en fait, là, maintenant, on arrive tout juste du Salon nautique de Québec où on a passé 4 jours. Il y a la brocante, bien entendu. Est-ce que c'était la première fois que vous étiez au salon à Québec? À Québec, oui, c'était la première fois. C'était bien? Oui, ça a très, très bien été, oui, c'est J'imagine qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui sont intéressés par ça. Parce pas qu'on loin est de quand 40 000 personnes, quand même, sont passées au salon. Donc, oui, on a vu beaucoup de monde. Oui. C'est grand, Oui. tant mieux. Ensuite, Ensuite, bien, en fait, après la brocante, on a une activité dans le Vieux-Port de Montréal avec Micro-Voile, qui est une entreprise de petits voiliers miniatures. Donc, on va faire une sortie avec nos membres à Micro-Voile à la fin mai. On a aussi, cette année, le jardin de Doris à Matane. Donc, les membres de notre association, c'est un jardin naturel, privé, qui est extraordinaire, qui est de toute beauté, en Gaspésie. Donc, nous, on va participer à un symposium cette année là-bas. On m'a demandé d'être présidente d'honneur cette année, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Félicitations. Et puis, nos membres vont être là, vont participer avec nous pendant toute la fin de semaine. Donc, c'est le 27 et 28 juillet à Matane, en Gaspésie. Ensuite, on se dirige vers les champs de marins. Alors, la fête des champs de marins, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. Quand on dit champs de marins, est-ce qu'on parle de champs? Oui, oui, tout à fait. Les champs de marins. Oui, vraiment spécialisés dans les champs de marins. Mais ça ressemble à quoi, un champ de marins? C'est... Ah, bien ça, c'est un peu difficile. Il faudrait que je vous chante ça. Ah, OK. C'est un peu difficile à expliquer, mais vous pouvez toujours aller voir sur le site Web, puis vous allez à ce moment-là trouver toute l'information. Le site Web, c'est là? Je peux pas vous dire le site Web, mais juste en tapant Champs de marins, Saint-Jean-Port-Joli, vous allez recherche, trouver. on va pouvoir trouver ça très bien. C'est ça. Alors, nous, notre activité au Champs de marins, c'est surtout une activité qui se nomme les Joyeux naufragés. Alors, ce sont des groupes, des familles entières qui vont préparer un bateau de fortune. C'est vraiment ça, c'est-à-dire avec des objets recyclés. Et puis, le bateau doit flotter. Donc, le dimanche, il y a une course officielle le dimanche matin. Un gros bateau? Un tout petit bateau, mais il faut que le bateto flotte. Alors, ça peut être avec des bouteilles de plastique. C'est vraiment avec des objets qu'on doit recycler. Des popsicles, des canettes de Pepsi. C'est ça, oui. Ça marcherait. Et puis, nous, on décore les voiles. C'est sûr, on va peindre les voiles, tout ça. Et puis, la grande finale, c'est le dimanche matin. Mais d'où ça vous est venu l'idée de peindre des voiles? C'est très original. En faisant de la voile, tout simplement. Vous êtes artiste, vous aimez faire de la voile. Imaginez ça, toute peinture. Oui, exactement. Puis vous avez commencé ça avec 2 autres personnes? Oui, avec Robert Taroy et Olivier Roussan, qui sont mes 2 partenaires de souffle artistique. Des bons amis, là. De très bons amis. Oui, mes complices. Alors, c'est ensemble que vous avez eu l'idée de partir cet organisme-là là, pour encore plus profiter de votre vie. Exactement, oui. Bien, oui, pour très donner bien. la possibilité à tout le monde de pouvoir peindre sur des voiles, de nous suivre dans nos activités. Puis ensuite, les activités se suivent pendant l'été. On va avoir les grands voiliers sur les quais au Vieux-Port de Montréal. En fait, on a énormément d'activités qui se suivent. L'été, c'est notre saison la plus... Encore une fois, sur le site Web, là, vous nous amenez l'été, vous me donnez le goût d'aller me baigner, d'aller profiter du soleil. Oui. Merci beaucoup. On souhaite un beau succès pour toutes ces belles activités-là. Merci à vous. À la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Je suis avec Josette Drac, qui est bibliothécaire à la bibliothèque Germaine-Guévremont. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de quelque chose de vraiment excitant. Je suis vraiment contente de parler de ça. Quelque chose de nouveau, ça s'appelle passer sa fête à la bibliothèque. Oui. Alors, pour les jeunes enfants là, âgés entre 7 et 9 ans, de quelle façon est-ce que ça se déroule? Alors, le projet Ta fête à la bibliothèque, le but, c'est de célébrer l'anniversaire de l'enfant dans les locaux de la bibliothèque, mais ça se fait en partenariat avec la Fondation de la Cité de la Santé.
D'accord. Donc, au départ, l'enfant peut venir célébrer son anniversaire à la bibliothèque, mais faire un chèque, un cadeau, un don à la Fondation de la Cité de la Santé. Donc, d'une certaine façon, les petits amis sont invités, au lieu d'apporter un petit cadeau à 5 ou 10 ils peuvent plutôt amener un chèque donc, pour ramasser des fonds. C'est exactement ça, C'est le pour, but, pour la Fondation de la Cité de la Santé. Et puis, face à ça, bon, la Fondation, elle leur fait visiter le département de la maternité. On voit plein de petits bébés, ils vont aimer ça. Oui, puis ils invitent le courrier Laval. Alors, l'enfant est photographié avec le gros chèque qu'il a signé lui-même. Et ensuite, ils font visiter le département. La photo de l'enfant est laminée. Ils remettent une photo à l'enfant, puis une photo, elle est accrochée sur le mur du département de la maternité. Wow! Oui. Quelle façon d'inculquer des bonnes valeurs aux enfants. Au lieu d'aller passer des fêtes dans les wagons de restaurants de chaînes populaires rapides, pourquoi pas le faire à la bibliothèque, dans le fond? Puis en plus, c'est pas juste passer sa fête dans les locaux de la bibliothèque. Là. Il y a quelque chose de spécial. On a un compte. Oui, c'est ça. Donc, en plus, comme vous dites, apprendre les valeurs de partage, de générosité à l'enfant. Donc, on fournit 2 heures. La salle est fournie pour 2 heures. Et ça, la première heure, bon, c'est un employé de la bibliothèque, un personnel de la bibliothèque qui fait un conte animé. Donc, elle va raconter une histoire aux enfants. En plus, elle va faire du bricolage. Et les parents peuvent assister à ça. Ils sont invités. Et la deuxième heure, bon, c'est les parents qui animent. C'est libre à eux. Donc, peu importe ce qu'ils avaient planifié de faire, on peut amener un gâteau de fête? Oui, on peut amener un gâteau de fête, du jus, de la boisson. Ils peuvent mettre de la musique, décorer la salle. Donc, j'imagine qu'en faisant ça avec la salle, il faut qu'ils réservent. Absolument. Comment ça se passe, effectivement? Ça se passe dans 3 bibliothèques de Laval, donc à Germaine-Gavremont, Gabriel Leroy et Sylvain Garneau. Gabriel Leroy et Sylvain Garneau sont dans quel secteur à Laval? Alors, Germaine-Gavremont, c'est à Duvernay. Oui. Gabriel Leroy, c'est à Fabreville. Et Sylvain Garneau, c'est à Sainte-Rose, dans le vieux Sainte-Rose. Donc, on est un peu partout à Laval quand même. Là. C'est ça. Il y a bien des possibilités. De toute façon, à Laval, on n'est jamais loin de rien. C'est vrai? C'est vrai. Alors, moi, je trouve vraiment que c'est une très, très, très bonne idée. Comme vous avez dit, les valeurs de partage et tout. Mais on dit souvent que le meilleur cadeau, c'est de donner. Alors, quel bon moment pour apprendre ça aux enfants, justement, hein? Que le meilleur sentiment, c'est de donner, la fierté qu'il va pouvoir avoir dans ses yeux quand il remet le chèque. Oui, c'est impressionnant. Ils sont on a souvent eu des retours que les enfants sont très contents, satisfaits. Oui. Mais la Fondation de la Cité est très généreuse dans la visite, dans l'accueil. Il va pouvoir avoir son petit visage dans le journal, c'est cool. Oui, dans le courrier Laval en plus. C'est puis super. Sur les murs du département de la maternité. Alors, j'espère bien sûr que ça va peut-être allumer une petite lumière à certaines personnes. Là, c'est une très, très bonne idée. Mais sinon, il se passe toutes sortes de choses à la bibliothèque à longueur d'année. À votre bibliothèque où vous travaillez, Germaine-Gavremont, qu'est-ce que vous avez comme activités intéressantes? Actuellement, nous avons les clubs de lecture pour les personnes adultes. Nous avons, pour Pâques, bientôt, on va avoir un petit spectacle. Dans les autres bibliothèques de Laval aussi, ils ont des spectacles pour Pâques. Il y a un programme qui s'appelle le livre en cavale. Donc, si vous voyez des livres éparpillés un peu partout au Centre de la nature, au Carrefour Laval, c'est des livres qui sont dans un sac en plastique, puis c'est bien identifié livre en cavale. À ce moment-là, vous pouvez lire le livre et le redéposer dans son sac et aller le déposer dans un autre lieu pour qu'un autre... Donc, ce sont des livres libérés. Des livres libérés, c'est ça. Ils sont en cavale, ils sont libérés, puis tout le monde peut les lire. Et puis, vous pouvez suivre le cheminement de ce livre-là sur Internet. Oui. Comment? Sur le portail, vous avez l'adresse, vous pouvez aller voir. Donc, quand on prend ce livre-là, on comprend par son emballage à quoi il sert, quoi faire avec. Puis là, une fois qu'on l'a lu, on le met sur le... Vous le libérez. Vous allez sur le site, vous écrivez vos commentaires. Je le mets là. Oui, je l'ai pris, disons, au Carrefour Laval et je l'ai déposé à l'aéroport d'Orval. Puis est-ce qu'il y a toutes sortes de livres? Oui, il y a tout ça, un grand choix de livres, du suspense, des biographies, des romans, pour tous les goûts.
Ils Très sont en bien. cavale, ils sont libérés. Ils sont libérés. Et les heures d'ouverture à votre bibliothèque Germaine-Guévremont? Alors, chez nous, comme dans toutes les autres bibliothèques de Laval, c'est les mêmes horaires. Donc, on est ouvert mardi, mercredi, jeudi de 10h à 9h le soir. Samedi de 10h à 5h et dimanche de midi à 5h. Donc, on a toutes les heures sont Allez ouvertes. visiter ça avec vos petits. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais à l'école à Sainte-Rose, puis on avait des activités. Des fois, dans l'après-midi, on partait, on marchait dans la rue, on rentrait dans la bibliothèque, on partait l'après-midi à explorer la bibliothèque. Puis j'aimais tellement ça m'a donné tellement le goût de la lecture. Moi, je lis beaucoup. Ah bon? Puis c'est tellement important. Fait que si ça vous intéresse de faire une fête à la bibliothèque, vous savez quoi faire. Merci beaucoup pour cette belle information. Ça nous fait plaisir, puis j'espère avoir beaucoup d'enfants dans les bibliothèques de Laval pour célébrer leur anniversaire. Ah, je le souhaite. Merci, Vanessa. Ne bougez pas, tout de suite après ces messages, on vous revient avec votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour à Laval en bref, juste à temps pour votre vitrine communautaire. Cette émission Vitrine communautaire vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. On reçoit aujourd'hui à l'émission la table de concertation lavalloise en conditions féminines et j'ai ici avec moi Sacha et Mylène. Bienvenue les filles. Bonjour. Ça va bien? Vous venez souvent? Oui. Quand même, mais tant mieux. Et comment ça s'est passé, votre événement, le 13 mars? Vous aviez un lancement et un spectacle. Oui. Bien, ça s'est super bien passé. On avait un lancement de notre vitrine web du réseau des femmes. Le vitrine web, c'était quoi déjà? En fait, c'est le réseau des femmes qui s'appelle Lavalloise d'influence, qui est un réseau de femmes qui ont suivi une formation pour s'impliquer dans des instances décisionnelles ou dans la politique. Et la vitrine a pour objectif de mettre en contact des organismes ou des partis politiques qui voudraient recruter des femmes avec des femmes qui ont suivi la formation. Donc, ça permet de faire ce réseautage-là. Donc ça, c'était le lancement, là, le 13, et ça s'est bien passé. Il y a eu plus de gens que vous pensiez. Oui. Donc, les gens se sont inscrits à cette vitrine-là. C'est un peu comme un Facebook? Ben non, parce que donc, les candidatures ne sont pas publiques, donc c'est confidentiel. C'est nous, ensuite, qui faisons le travail de mettre en relation les demandes et les offres qu'on reçoit. Par contre, la Lavalloise d'influence, c'est aussi un réseau qui a des activités régulières pour faire en sorte que les femmes impliquées dans la politique puissent se développer un réseau parce que c'est assez complexe d'intégrer le monde politique. Ça demeure un monde majoritairement masculin, avec des façons de faire majoritairement qui correspondent plus aux horaires puis aux façons de faire masculines. Donc, d'arriver à se créer un réseau puis de pouvoir intégrer progressivement le monde de la politique. Vous aviez aussi un spectacle. Oui. C'était un beau spectacle? Oui, super. Ouais. Dans le fond, c'était le spectacle Créature, une perspective des femmes en 2012. On avait comme invité Zama Bungu et sa compagnie de danse Nyata Nyata, qui est un peu un mélange entre danse africaine et contemporaine. Il nous a présenté un numéro Geste délibéré. Puis ensuite, la soirée s'est poursuivie avec le collectif Les Casseroles, qui est un mélange sketch, cabaret, humour, chant. Ça doit être tellement vraiment fun. Belle célébration de la femme. Oui, c'est ça, exactement. Et là, une table de concertation. OK. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait dans une table de concertation? Donc, nous, la table de concertation en conditions féminines de Laval, on a des organisations qui sont membres. Donc, nous, on n'octroie pas directement des services à la population. C'est nos membres qui, eux, travaillent particulièrement auprès des femmes. Pour améliorer la condition féminine. Pour améliorer la condition féminine. Donc, nous, notre mission, c'est toujours de travailler avec les membres, améliorer les conditions des femmes avec une approche féministe, donc avec une analyse où on veut comprendre les enjeux puis les impacts qu'il peut avoir particulièrement pour les femmes et de façon différenciée pour arriver à avoir des solutions adaptées. Vous êtes combien? À la table? À la table. Au niveau de l'équipe, on est 4 personnes. OK. Et au niveau des membres, je dirais qu'on est une trentaine de membres. Il y a des organisations qui sont vraiment des organisations comme des centres de femmes ou des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Donc, il y a plusieurs choses connectées. Puis il y a aussi des organisations qui, elles, sont mixtes, mais offrent des services particulièrement aux femmes ou travaillent sur une problématique qui touche particulièrement les femmes de Laval.
Puis vous, mesdemoiselles, pour quelles raisons c'est important de s'impliquer pour la cause des femmes? Sacha? Bien, moi, je suis féministe, donc pour moi, c'est mon action féministe. Ça me porte à cœur, ça fait partie de moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, féministe? Pour moi, c'est de lutter pour l'égalité entre les sexes, lutter contre les stéréotypes sexuels et sexistes, lutter contre l'oppression, le sexisme, le racisme, l'homophobie. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est un amalgame. Oui, c'est ça. Arriver à une réelle égalité. C'est ça, exactement. Oui, très bien. Et vous, Mylène, pour quelles raisons vous impliquez là-dedans? Bien, je pense qu'on oublie souvent toutes les luttes qui ont été faites. On prend un peu pour acquis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, mais ça s'est pas fait naturellement. Et bon, il y a un contexte social actuellement qui fait qu'on est aussi en train de perdre certains de ces acquis-là qui pourraient nous glisser entre les mains. Donc, pour moi, ça a toujours été important, mais à ce moment-ci, c'est crucial pour moi, pour mes filles, parce que je veux que mes filles aient le choix d'aller à l'école. Je veux que mes filles aient le choix de leur contraception, de leur avenir, de leur carrière, etc. Ben, je parle avec beaucoup de filles, de femmes là, de mon âge qui sont alentour de moi. Puis il y en a beaucoup qui ont l'impression qu'en 2012, ben, il n'y en a plus vraiment de problème, qu'on est égal. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que même si on a cette impression-là, on s'est toujours rappelé qu'on est une femme. Oui. Pareil. Tu sais, moi, juste comme ça, tout bêtement, j'avais un problème avec ma voiture, puis j'appelle mon papa, comme ça, puis il dit si tu serais un petit garçon de 21 ans, je te dirais de mettre ta tête en dessous. Ben, hey! Je suis là. Je vais le faire. C'est ça, mais on se rappelle tout le temps où on peut pas, où on a des petites contraintes de faire ses cheveux. Déjà là, on perd une heure dans notre journée des fois. Mais je pense que c'est très subtil, c'est ça. Comme tu as dit, on se le fait toujours rappeler de façon... peut-être pas aussi apparente, mais... C'est juste une petite anecdote comme ça qui m'est venue en tête. Mais souvent, on se la met à nous-mêmes, cette pression-là. Hein? C'est pas nécessairement la société ou les hommes, mais c'est nous-mêmes qui décident de peut-être pas assez se libérer de tout on ça. l'intègre depuis la naissance aussi, parce qu'on apprend petit à petit qui on doit être, où on doit aller. Puis ça devient quelque chose de naturel, mais c'est appris. Donc, ça veut dire qu'on peut l'apprendre différemment, finalement. C'est ça aussi. Oui, puis vous avez dit que vous avez des filles. Oui. On travaille là, c'est ça. Je suis sûre que vous êtes très, très bonne pour ça. Là, quelque chose de très intéressant que vous faites, en fait, c'est une trousse éducative qui sert à quoi? Bien, en fait, c'est une trousse éducative interculturelle sur les stéréotypes sexuels et sexistes. Ça prend la forme d'un site web. Puis à l'intérieur de ce site web-là, c'est divisé en deux sections. Il y a la section pour les filles et puis pour les accompagnants, qui est intervenants, enseignants, parents. Puis, dans cette trousse-là, on aborde les stéréotypes sexuels et sexistes. Qu'est-ce que c'est? La notion du genre, du sexe, on départage ça un peu. Ouais. On aborde aussi les relations amoureuses, les médias, comment l'image des femmes est à les représenter dans les médias. On peut en parler longtemps, oui. On parle aussi de l'image corporelle, je pense, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui. L'estime de soi. De l'estime de soi, c'est ça, oui. De la sexualité. Donc, le féminisme. Et donc, il y a les chocs culturels aussi. Donc, les chocs culturels, c'est-à-dire les femmes qui viennent d'ailleurs et qui viennent habiter ici? Oui, exactement. Dans le fond, les jeunes filles issues de communautés culturelles ou même les chocs intergénérationnels entre parents et jeunes filles. Il y a des chocs aussi entre... par exemple, une jeune fille de 16 ans n'a pas nécessairement la même vision et les mêmes valeurs que ses parents qui sont nés dans les années, admettons, 70. Donc, ça crée un peu des chocs si on pense à l'habillement ou à la musique qu'on écoute. Ou, On regarde juste avec nos grands-parents quand on a une discussion d'amour avec notre grand-maman. C'est ça, exactement. Fait que c'est une trousse, en fait, qui a pour but... dans le fond, c'est né de l'idée d'aborder l'hypersexualisation chez les jeunes filles. Oui. Puis le but de la trousse, c'est de conscientiser et d'amener un esprit critique chez les jeunes filles. Donc, c'est une trousse qui amène à ça. Important. Oui. J'ai fait beaucoup... j'ai dû faire une recherche à un moment donné sur l'estime de soi, puis j'en revenais pas des statistiques. Oui. Des petites filles, petites, qui s'aiment pas physiquement. D'où ils prennent ça? Mais c'est ça. Bien, justement, la trousse, elle explique ça puis met en contexte... Ça démystifie un peu toutes ces choses-là. Puis ça peut peut-être donner des outils. Vous avez dit qu'il y a une section pour les aidants, les parents. Oui. Donc, ça peut aider les parents comme vous ou n'importe quel parent qui ont des filles, de peut-être leur apporter quelque chose. Hein? Oui, qui ont des questionnements, qui veulent s'informer, qui ne savent pas quoi faire. Qui ne savent pas comment leur parler. C'est ça, exactement. Oui, très important. C'était les premiers visés par cette trousse-là, les accompagnants, donc les parents, les intervenants, les enseignants, mais particulièrement les parents, parce que c'est des questions très complexes. Puis quand on parlait de choc culturel, oui, pour les gens qui viennent d'arriver ici, mais aussi comme parents, même québécois, nos jeunes peuvent avoir des amis qui viennent d'autres communautés culturelles, puis d'avoir les clés pour comprendre aussi que les façons d'interpréter les choses peuvent être différentes, puis savoir à quel moment qu'on a à intervenir comme parents, bien, c'est important.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais j'imagine aussi les pères monoparentales qui ont des filles. Ben oui. Ah, ben oui. Tout à Ça fait. fait tellement qu'une bonne idée d'aller voir ça. Oui. Donc ça fait combien de temps que ça existe? C'est un projet qui a commencé en 2009. Puis, en décembre dernier, on a lancé officiellement la trousse sur Internet. Donc, elle est accessible depuis le 6 décembre. Par Internet, c'est à quel Par endroit Internet. qu'on trouve ça? C'est au www.zerocliché.com. Donc, zéro Zéro cliché, mais il n'y a pas d'accent aigu ni de S. Donc, tout d'un OK. bout, là, zerocliche.com. Et là, ça fait combien de temps que vous avez décidé de traduire ça en plusieurs langues? Ça a été fait? Ça a été décidé en cours de processus. En fait, Oui. compte tenu que notre trousse s'adresse aussi à... C'est une trousse interculturelle. On veut toucher les différentes communautés Vous avez culturelles. mentionné que c'était un de votre mission. Oui, ouais. exactement. C'est un de ces objectifs-là. Oui. On s'est dit, OK, il y a quand même de plus en plus à Laval, il y a des communautés culturelles qui viennent s'installer. Donc, là, on s'est dit, ça serait important de leur parler à eux aussi. Et souvent, quand des gens arrivent au Québec puis ne parlent pas le français, généralement, quand il y a de la francisation, les mères sont à peu près les dernières à avoir accès à la francisation parce que, bon, les enfants vont aller à l'école, ça va se faire naturellement. Souvent, le papa va essayer de se trouver un emploi très rapidement, donc va passer par la francisation, puis en bout de ligne, ça va être la maman à un moment donné. Mais entre-temps, souvent, ces questions-là entre maman et fille, ça va être souvent entre les mères et les filles que ça va être abordé. Donc, on s'est dit, il faut qu'on puisse leur accéder à ces personnes-là, d'où l'idée de la traduction en différentes langues. C'est une très bonne idée, d'ailleurs. Et vous l'avez traduit en combien de langues? Ça va être traduit en 4 langues parce que le processus est en cours. Donc, bien sûr, en anglais parce qu'il y a aussi beaucoup de communautés culturelles qui, même si elles ne parlent pas français, parlent anglais. On entend parler de ça. Oui, exactement. Donc, pour arriver à notre choix, bon, l'anglais était assez évident. Par la suite, on a regardé les différentes communautés culturelles à Laval, mais aussi pour pouvoir mieux servir la clientèle. Oui, mais aussi demander au-delà des chiffres, quelles sont les communautés culturelles qui ont le plus besoin d'une autre langue que le français ou l'anglais. Parce que, par exemple, la troisième communauté culturelle présente, c'est la communauté italienne. Mais souvent, c'est une communauté qui est arrivée au Québec, souvent, il y a un peu plus longtemps. Fait qu'on parle de deuxième, troisième génération d'immigration, donc qui parlent français ou anglais. Donc, est-ce que c'est pertinent de traduire en italien? Ah, okay. Là, ça nous apparaissait moins pertinent puisqu'on veut toucher des gens qu'on ne peut pas toucher par l'anglais ou le français. Okay. D'où, donc, on a le là, français, on est arrivé à l'idée de l'espagnol, qui touche quand même une communauté importante. Et ensuite de ça, dans les dernières années, il y a beaucoup de gens issus de la communauté, différents pays où l'arabe est la langue officielle, qui sont arrivés à Laval. Donc, la langue suivante sera l'arabe et ensuite le créole. Donc, c'est quand même bien, il y en a beaucoup. Oui. Vous devez travailler fort. Nous qui traduisons tout, là, mais non, j'imagine que vous n'êtes pas, vous connaissez pas de 10 langues, là, mais on s'est entouré des personnes qui pouvaient le faire. Puis bon, après ça, le défi, c'est de mettre ça ensuite sur Internet en s'assurant que nos images sont au bon endroit et que tout va bien. Oui. Vous comptez rendre ça disponible pour quand? Bien, c'est ça, le 24 avril prochain, on a notre lancement officiel de la version traduite de la trousse. Donc, de toutes les langues. Là. Oui, oui. Fait que ça va être officiellement inséré sur le site avec les onglets pour accéder aux versions traduites. Puis, à partir du 25 avril, ça devrait être disponible. Ça devrait être disponible pour tout le monde. Ouais. Vous allez fêter ça? Ben oui. Oui, hein? Bon petit verre de vino à la maison. Avec un bon petit restaurant, peut-être. Ça va être super, ça. Oui, c'est un beau projet. Belle chose à accomplir. Oui, vraiment. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour la table de concertation? Des mentions à faire? Bien, ça va être la période un peu plus calme au cours de l'été. Donc, éventuellement, notre site Web, la nouvelle version du site Web va être mise en ligne quelque part durant l'été. Donc, on rappelle le site Web? Oui. Le site Web de la table, c'est www.tclcf.qc.ca. Et le site pour la trousse, maintenant? La trousse, c'est www.zerocliche.com. Et pour terminer aussi, si des femmes veulent devenir membres, de quelle façon est-ce qu'elles peuvent s'y prendre? Bien, elles ont seulement à nous contacter en nous téléphonant au 450-682-8739. Et il y a des membres individuels également. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de s'impliquer au niveau de la table, nous, ça nous fait toujours plaisir. Ils peuvent venir. Généralement, on les invite pour une première rencontre de concertation. Elles voient si ça correspond à leur attente, à leurs besoins. Puis on continue. Alors, on a maintenant tous les coordonnées, toutes les informations nécessaires là, pour rester à l'affût de tous vos événements et pour pouvoir vous donner un coup de main et de la même façon pouvoir se donner
donner un coup de main aussi en tant que femme. Merci beaucoup, les filles. Merci, Sacha. Merci. Merci, Mylène. Merci beaucoup. À la prochaine, À la prochaine. Allons rejoindre sur le terrain Benoît Garneau pour notre capsule Urgence Santé. Monsieur Garneau, vous allez nous faire le tour de l'ambulance encore une fois, mais cette fois-ci, on va essayer de l'équipement et là, je vais avoir la chance de faire un tour de civière. C'est ça. Je vais vous faire essayer la civière. C'est sûr qu'avec le temps, ça a évolué, l'équipement a évolué énormément. Donc, on est rendu avec des pièces d'équipement comme la civière, la chaise à glissière ici, qui permettent aux paramédics là, de travailler là, sans se blesser. Donc, je vais sortir la civière. Comme vous allez voir, tout se fait de façon automatisée, là, mécanisée. Pas besoin de forcer. Pas besoin de forcer, ça se fait tout seul. Voilà. Je vais vous installer dessus. La couleur, ça va avec mon chandail. Fun. Avec classe. Confortable? Oui, pas mal confortable. Faut pas que je tombe. Et c'est la pièce d'équipement qu'on se sert sur tous les appels. Donc, tous les patients sont installés sur la civière. On ne descend pas avec cette civière-là dans les marches, dans les escaliers. C'est sûr que ça prend un niveau, il faut que ça soit à plat pour pouvoir utiliser la civière, sinon on risque de se blesser. Et de toute façon, il y a d'autres équipements qu'on peut se servir pour descendre les escaliers, dont les civières chaises. Et qu'est-ce que vous faites si la personne n'est pas capable de venir s'installer sur la civière? Il faut la prendre et l'installer sur la civière, mais ça, il y a plusieurs techniques là, pour justement pas se blesser. On met la civière à niveau. Si la personne est couchée dans un lit, alors on va coller la civière et on va tirer tranquillement avec un drap pour l'amener sur notre civière. D'accord. Alors, on va monter dans l'ambulance? On va monter dans l'ambulance. Mais là, je ne peux pas le faire seul, par exemple, parce que ce serait trop dangereux de le faire seul, mais je peux vous monter. Wow! Et là, de cette façon-là, à deux, on serait prêt à vous mettre dans l'ambulance. D'accord, parfait. Là, je vois que vous avez installé des beaux draps, une belle literie. Ça fit même avec ce que je porte. Mais qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que c'est vous qui la lavez? C'est le service qui s'en occupe? Non, on a un service de buanderie. Donc, on envoie tous les draps après chaque intervention. Naturellement, toute la literie est changée. On met ça dans une poche, on envoie ça à la buanderie et on nettoie la civière au complet. Très bien. Prochaine pièce ici, c'est une sorte de chaise. C'est effectivement une chaise, une civière chaise, pour permettre l'évacuation de l'usager qui reste dans un deuxième ou un troisième étage. Cette civière chaise-là est très utile parce qu'on peut manœuvrer dans des espaces plus étroits. Donc, dans un escalier en colimaçon, à partir du troisième étage, c'est pas tout le temps évident, c'est très physique. Donc, on va installer la personne sur cette civière-là et lorsqu'on arrive en bas, on va transférer le patient de la civière chaise vers la civière d'ambulance. OK. Là, comment vous prenez ça dans vos bras? Là? Vous êtes deux? Bien, c'est ça. Alors, là, le patient, on va installer le patient sur la civière. On lui demande de s'asseoir. Asseyez-vous. C'est vrai, il me l'a demandé. On attache les boucles de chaque côté et il y a un des deux paramédics qui se tient au pied, un autre qui est à la tête et effectivement, il y a comme deux roulettes à l'arrière. Alors, on roule jusqu'à l'escalier et rendu dans l'escalier, un prend le bas, l'autre prend le haut et on descend tranquillement. Prochaine chaise. La prochaine chaise, c'est une chaise à glissière. Vous allez voir, les glissières sont juste ici à l'arrière. Alors, ces glissières-là permettent justement de ne pas descendre trop vite et rend la descente plus facile pour les paramédics. Ça, on l'utilise quand? On l'utilise quand on a des escaliers droites et que ça va bien. Et on peut l'utiliser aussi pour des personnes qui sont plus corpulentes, des personnes obèses, entre autres. On va utiliser ce type de chaise-là. Alors, c'est plus facile. On risque moins de se blesser avec ce type de chaise-là.
en raison des glissières là, qui fait que ça descend plus doucement. Maintenant, ça, c'est la planche. Je ne vais pas l'essayer quand même. Je ne vais pas vous faire donner ces troubles-là, mais pouvez-vous l'expliquer pareil, comment ça fonctionne? Oui. Bien, c'est une planche dorsale, dans le fond, qu'on utilise pour les cas de traumatisme, pour immobiliser quelqu'un afin que sa colonne bouge le moins possible. Quand on installe une personne sur une planche comme ça, c'est sûr qu'au niveau de sa tête va être bien attachée également à l'aide des blocs ici qu'il y a de chaque côté de sa tête. Et à l'intérieur, on va mettre une série de courroies comme ça qui va passer en X, qui va être attachée au niveau de la taille, au niveau des membres inférieurs pour vraiment retenir tout son corps. Et on va installer la planche sur la civière pour le transport à l'hôpital. D'accord. Parlons du matelas immobilisateur. Alors, le matelas immobilisateur, vous voyez, là, il y a déjà une forme, un corps qui est dessiné dessus. Il est plus grand que moi, je peux pas l'essayer. Oui, vous allez rentrer dedans, vous en faites pas, il n'y a pas de problème. C'est pour tout le monde. Alors, on va l'utiliser surtout dans des cas de traumatisme, encore là, pour immobiliser comme il faut la personne, pour pas qu'elle bouge pendant le transport et pour rendre le transport confortable aussi. Il y a des gens qui sont très souffrants, là, lorsqu'on les prend sur les lieux, ils sont très souffrants. Alors, le matelas immobilisateur va faire en sorte d'épouser toutes les formes du corps. Et, vous voyez, là, c'est rempli de petites billes. C'est rempli de petites billes. Et lorsqu'on vide l'air qui y a à l'intérieur, le matelas durcit. Alors là, il est devenu dur parce qu'on a enlevé l'air à l'intérieur. Donc, ça épouse toutes les formes du corps et ça rend le transport plus confortable pour le patient. Tous les corps, parce que je vois qu'il y a des creux, puis pas tout le monde est fait pareil. Ouais. Non, c'est ça. Mais les creux ici, là, habituellement, là, on s'assure là, justement qu'il n'y a pas de bosse, qu'il n'y a pas rien, qui est bien plat. Et par la suite, bien, on va refermer, là, à l'aide des courroies aussi, là, ça va être refermé sur la personne. Et, tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger, non. Vous ne pourrez pas bouger, c'est sûr. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir présenté tout ce bel équipement. Ça me fait plaisir. J'ai la chance d'avoir avec moi en studio Madame Janine Larose. Bonjour. Bonjour, Madame. Je suis bien contente que vous êtes ici parce qu'on va parler ensemble d'un sujet qui me touche, moi, personnellement, qui me touche droit au cœur, la condition des animaux, les chats en particulier, parce que vous êtes ici pour représenter un refuge pour chats qui s'appelle le refuge Opération Félix. Pouvez-vous nous parler un peu du refuge et de ses objectifs? Le projet de l'Opération Félix est né justement de la condition absolument inacceptable dans laquelle les chats vivent à Laval, mais aussi dans le monde, parce que c'est une situation mondiale. Les gens s'occupent des chiens, mais oublient complètement les chats, ne les voient même plus. Et leur condition, on la voit tous les jours. On parle bien sûr des chats errants. Les chats errants et même les chats qui sont dans des foyers. Oui. Ils sont dans des conditions absolument horribles. Il n'y a personne pour les protéger. Les chats sont agressés, on leur donne des coups de pied. C'est une chose qu'on ne peut plus tolérer maintenant. Mm-hmm. Et il faut aller vers l'éducation. Alors, comme ça fait plus de 40 ans que je suis dans la protection des animaux, et je réalise qu'il n'y a aucune éducation qui se fait. Alors, j'entraîne mes bénévoles à faire de l'éducation one-on-one, un à la fois. Mm-hmm. Et chaque fois qu'ils rencontrent une situation, il faut leur expliquer que tu ne peux pas faire ça pour telle et telle raison et faire les suivis. Quels sont les problèmes des chats? Les chats... Est-ce qu'ils sont pas nourris? C'est l'hiver? Les chats errants souffrent beaucoup de l'hiver au Québec. Oui. Cet hiver, disons qu'ils l'ont eu peut-être un peu plus facile, mais on en a trouvé un qui était pris dans la glace
On a essayé de le sauver, mais les circonstances ont fait que, bon, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Mais on a une dame qui a trouvé un chat en hypothermie devant chez elle, sur le trottoir, en sortant le matin. L'hiver, c'est horrible. Alors, au moins, l'été s'en vient. Ça reste quand même que c'est un problème qu'on ne peut pas négliger. C'est pas juste la température. Apparemment, on n'a pas le droit à Laval de nourrir les chats errants. Il existe un règlement à Laval interdisant de nourrir les chats errants, comme interdisant de nourrir les oiseaux, etc. Ah ouais. Sauf que ma recherche personnelle, mes contacts et les témoignages que j'ai me laissent croire qu'il y a plus de 60 des ménages à Laval qui nourrissent déjà les chats errants dans leur cour, qui en prennent soin, qui les font soigner, qui les font stériliser et qui continuent à les nourrir. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça. Oui. Mais on n'a pas le droit, donc ça peut peut-être faire peur à certaines personnes qui ne vont pas oser, ayant peut-être peur d'une plainte d'un voisin ou quoi que ce soit. Quelles sont les conséquences si quelqu'un fait une plainte contre nous parce qu'on nourrit un animal? Bon, s'il y a quelqu'un qui se plaint, évidemment, à la Ville de Laval, bien, à ce moment-là, on va commencer à lui envoyer un inspecteur. Et si il y a récidive, ça va être la police, mais ça finit toujours par une amende. Une amende, une grosse amende ou... Je n'ai pas vérifié exactement les montants, là, parce que, bon... On espère juste que ça ne se rende pas là. Que ça ne se rende pas là. Et par rapport au code criminel, c'est illégal de faire souffrir un... Il existe un article du code criminel qui interdit de laisser souffrir un animal inutilement. Alors, le code criminel étant supérieur au règlement de la ville municipal, on pense que c'est de bonne guerre de les nourrir quand même, puisque le code criminel a préséance sur les règlements municipaux. Parce qu'on s'entend que de toute façon, même si on ne nourrit pas les chats, ils ne vont pas arrêter de se reproduire. Ils vont pas juste disparaître. Hein? Je l'ai dit au maire, le Vaillancourt, l'autre jour, Monsieur le maire, Laval étant une île, si on arrête de nourrir les chats, ils vont pas s'en aller ailleurs. C'est officiel, ils prennent pas le pont. Et puis, ils vont continuer à se reproduire, ils vont continuer à aérer. Alors, pourquoi les faire souffrir inutilement? Ça ne réglera pas le problème. Alors là, le refuge, ça fonctionne de quelle façon? Est-ce qu'on peut apporter des animaux? C'est un refuge qui est minuscule. OK. Mais il faut y aller avec les moyens qu'on a. Si on avait un très grand refuge, on pourrait le remplir dans une semaine. Parce qu'il y a toujours des chats en difficulté. Oui. Alors, nous autres, il faut focusser sur les adoptions, les bons foyers, parce que si on en fait adopter un, on peut en sauver un autre, d'après la place qu'on a. On a environ 40 chats au refuge et il faut les faire adopter à tour de rôle. On n'est pas là pour les canner, il faut vraiment leur trouver des bonnes maisons. Et il existe quelque chose que j'appelle l'effet bénévole. C'est-à-dire que, vu qu'on a plusieurs bénévoles qui viennent au refuge et qui en prennent soin, qui viennent les flatter, qui viennent s'en occuper, alors le chat, quand il est adopté, c'est déjà un bon chat et il n'a pas peur de personne. Il n'est pas agressif à cause non, puis il voit tellement de monde que c'est toujours bienvenu, il est toujours content, toujours heureux de voir du monde. Alors, ça fait des bons placements. Oui. Alors, vous trouvez facilement des familles que vous avez de la misère? Pas facilement, parce que les gens qui aiment les chats en ont beaucoup. Ils en ont déjà sauvé beaucoup. On a le droit combien de chats à la maison? C'est quoi le règlement? À Laval, il n'y a pas de limite sur le nombre. OK. Sauf que la limite est au niveau des frais vétérinaires, entre autres. OK, je croyais qu'il y avait peut-être un règlement sur combien on avait le droit d'en avoir à la maison. Je crois que dans d'autres villes, ils ont ce règlement-là. Il y a beaucoup de villes qui ont un règlement interdisant le nombre de chats dans les logements. Mais à Laval, il n'y avait rien comme tel, mais on ne peut présumer que ça va continuer.
parce que avec la consultante que le maire a engagée, qui est versée dans les règlements et dans les contraintes, on a très peur, puis mes bénévoles ont très peur aussi. Au moins, la Ville nous permet d'en avoir quand même beaucoup, donc c'est quand même un point fort de ce côté-là. Beaucoup, c'est un grand mot. Il ne faut pas en avoir beaucoup parce que... faut qu'ils vivent dans de bonnes conditions. S'il y en a trop, c'est plus des bonnes conditions. Il ne faut pas que tout le monde s'ouvre un refuge à la maison. Là. Non. Et là, si on veut vous aider, de quelle façon est-ce qu'on peut s'y prendre? La façon de s'y prendre, bien, d'abord, on peut devenir bénévole. Oui. À ce moment-là, on appelle au refuge. Vous pouvez même m'appeler sur mon cellulaire 438-875-0748. Très bien. Qu'est-ce qu'on demande à un bénévole? On demande beaucoup d'abord de ne pas avoir d'allergie. Oui. D'aimer les chats, de ne pas avoir peur que... Parce que quand on a 40 chats dans un mini-refuge comme le nôtre, c'est officiel qu'il va y avoir des senteurs. Alors, il ne faut pas demander aux gens que ça soit aussi propre que chez eux. On est là pour faire le ménage, pour les entretenir. Donc, ce que le bénévole fait, c'est le ménage, prendre soin des chats. Oui, les flatter. Est-ce qu'il rencontre également les familles d'adoption? Pas vraiment. OK. Ça, c'est plus... Pas vraiment. Mais il y a beaucoup de bénévoles, par contre, qui vont nous chercher des bons foyers et qui vont nous apporter des bonnes places pour pas juste les de bouche à oreille, on peut en faire beaucoup. Voilà. Donc, si on trouve des chats errants, on peut venir les porter? Pas vraiment, parce que notre refuge est limité. C'est trop petit. Donc, ça serait bien de pouvoir... de pouvoir en ramasser le plus possible, surtout ceux qui sont en difficulté. Ce qu'on fait, et ce que beaucoup de groupes ne font pas, on fait du rescue, c'est-à-dire les chats blessés, les chats en mauvais état, les chats... Vous avez un vétérinaire? On a un vétérinaire qui travaille avec nous autres et qui fait de la médecine de refuge. OK. Ce qui est très différent. Oui. Alors, tous nos animaux sont stérilisés, sont vaccinés et le vétérinaire peut nous aider au niveau de la condition du chat même. On a un petit vieux qui est rentré, par exemple, là, qui faisait... Parler d'un chat, là? D'un chat, là. Oui. Et puis, ça faisait longtemps qu'il traînait. Le vétérinaire l'a examiné. Bon, il dit, il y a peut-être, certains problèmes de thyroïde, etc., etc. Il dit, moi, je vous suggérerais de le garder dans une situation calme. Et puis... Mais le chat ne demande pas mieux. Après avoir traîné dehors aussi longtemps. Avez-vous recours à l'euthanasie si on ne trouve pas de... Au besoin. Au besoin. Qu'est-ce qui est un besoin? Au besoin seulement. Souvent aussi, on n'a même pas besoin. On a essayé de sauver 2 chatons qui avaient été empoisonnés à l'antigel. Et puis, on ne s'est pas rendu. Là. OK. Ils sont... Donc, c'est pas par surpopulation du refuge qu'on va euthanasier? Non. Vous faites juste ne pas en... absolument pas. On va travailler avec des familles d'accueil. On va essayer de travailler plus fort sur les adoptions ou leur trouver une autre place. Mais... Donc, ces chats-là, ils ont reçu beaucoup d'amour au refuge. Ils ont les soins d'un vétérinaire. Alors, c'est des bons chats. Donc, les gens qui aimeraient peut-être en adopter, ils peuvent tout simplement se rendre au refuge? Non, pas vraiment. Sur rendez-vous seulement. OK. Et ils appellent le numéro 514-837-9972, qui est le répondeur du refuge. OK. Et ils donnent leur information. À ce moment-là, quelqu'un va les rappeler pour pouvoir prendre faire un rendez-vous. Et on les rencontre quand il y a quelqu'un de disponible au refuge, parce qu'il n'y a pas quelqu'un 24 heures par jour. D'accord. Donc, ça peut être Des fois, c'est un beau cadeau de fête pour les enfants. Hein? Ça peut être... Je ne sais pas. Ça pourrait. Un chat dans la famille, ça peut Pour le moment, bien. ce qui est bon, c'est qu'on n'a pas de chatons. On n'a pas l'épidémie de chatons comme telle. OK. On a seulement des ados qui sont en pleine forme, en pleine santé, et beaucoup d'adultes qui ont été abandonnés. Alors, on va vous souhaiter de trouver une belle maison. Merci de votre beau travail. Alors, est-ce qu'en terminant, vous avez un site web où on garde les mêmes coordonnées que vous m'avez données, le numéro de téléphone? On va travailler avec le numéro de téléphone parce qu'on peut aller aussi sur la page Facebook de l'Opération Félix. Ah, très bien. Les jeunes sont habitués. Alors, il y a toujours... Donc, dans la bande recherche Opération Félix, on va pouvoir trouver... C'est ça, Opération-Félix. Okay. Parce que c'est la 2e page. L'autre a été abandonnée. Et, comme les chats. Et il y a toujours des nouvelles photos.
Donc, on est capable de voir là, ce qui rentre dans le refuge. Oui, puis qu'un tel est adopté, puis que Gaston est rendu dans un bon foyer, puis etc. C'est bien. Oui. Tout le temps des bonnes nouvelles à annoncer, Oui, presque. c'est ça. Il faut travailler fort là-dessus. Oui. Super. Merci beaucoup, Mme Larose. Ça m'a fait plaisir, Passez une très belle Vanessa. journée. Merci. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci bien sûr à tous nos invités, à nos collaborateurs et à la Ville de Laval. Donc, si vous désirez obtenir plus d'informations ou soumettre vos commentaires, vous pouvez le faire à info@tvrl.ca. C'est aussi possible par téléphone au 450-973-8005. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt.